Alors aujourd'hui ils font des jacquemart, c'est un jeu ancien, articulé. Et du coup ils fabriquent tout le petit jeu pièce par pièce, ils vont l'assembler à la fin. Il y a de la colle, du marteau, de la scie, il y a de la vrille aussi, voilà. Donc, et puis de la décoration pour le plaisir à la fin, d'avoir un objet qui soit vraiment personnel. Le meuble qui cache la forêt. Un podcast qui explore et explique les métiers du bois. Partons à la rencontre des artisans et entrepreneurs qui ont choisi ce matériau pour gagner leur vie. Découvrons ensemble les acteurs au cœur de sa transformation et de son cycle de vie. Et le tout, sans langue de bois. Dans cette première saison, Camille et moi vous proposons de se pencher sur le produit fini, le meuble, l'objet en bois. La deuxième transformation. Nous allons comprendre pourquoi de nombreux artisans ont choisi l'entrepreneuriat dans le bois et comment cette matière et ses dérivés leur permet de vivre de leur métier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du meuble qui cache la forêt. Je vous emmène dans les Mauges, dans le 49, à côté de Angers, à côté de Cholet. Et je suis aujourd'hui à la rencontre de Céline Jacquet. Ébéniste artisane, pédagogue, elle a fondé les Futés du Bois, une entreprise qui initie les enfants à la magie du travail du bois. On parlera de vocation, de créativité, de copeaux, mais aussi de transmission, d'entrepreneuriat et de ce que ça change dans une vie d'enfant de fabriquer un objet de ses propres mains. Allez, prêt à découvrir son univers et son métier, c'est parti, suivez-moi, on entre dans l'atelier. Bonjour Céline. Bonjour Camille. Est-ce que ça va bien ? Ça va bien, bienvenue à l'atelier. Eh ben merci, l'atelier des Futés du Bois. On peut commencer par peut-être tout simplement une petite description de ton parcours, peut-être de nous parler donc de l'association, comment tu as démarré ton projet. Et après on ira un peu dans les détails pour parler de l'évolution, de ce que c'est l'association et l'entreprise aujourd'hui. Et surtout, allez, comment ça a démarré ? Alors ça a démarré par une envie toute personnelle de bricoler, d'abord de façon tout à fait autonome en fait, dans mon garage comme n'importe qui en fait, hein, avec un espace qui était déjà là, du coup là où je suis venue habiter dans les Mauges. Et du coup, je l'ai bien investi en me disant que j'allais pouvoir y faire plein de choses, où j'avais enfin l'espace disponible pour. Du coup, j'ai commencé un petit peu sur mon temps libre à faire des choses en bois, à la naissance aussi de mes enfants, à leur fabriquer plein de choses en bois, de la table à langer jusqu'au jeu, au lit ou au bureau. Donc professionnellement, t'es pas d'origine du monde du bois ou d'un métier voilà, relatif ça au m'a métier du bois. toujours intéressée. Et puis plus ça allait, plus j'avais des nouveaux outils, je testais des nouvelles choses. Et puis au bout d'un moment, en fait... mes enfants ont grandi aussi, et puis j'ai trouvé ça intéressant, j'avais déjà travaillé avec les enfants avant, de aussi les faire participer à la fabrication. Et de fil en aiguille, l'idée est venue en fait de monter un atelier de fabrication, alors d'objets ou de jeux en bois, où l'enfant vraiment va fabriquer lui-même son jeu. Alors au départ, il a fallu un petit peu voir qui était partant pour le projet. Donc on a fait une petite association qu'on a montée à Jalais avec le local que j'avais. Et puis on a commencé comme ça. Et on a eu de plus en plus d'enfants. On a commencé à être demandé aussi ailleurs pour intervenir. Donc on sortait de l'atelier avec du matériel et on allait s'installer ailleurs pour mener une activité de fabrication. Les panels de jeux, du coup, aussi ont augmenté au fur et à mesure. Donc là, tu faisais ça en tant que bénévole ? Tu faisais ça Voilà, au sur ton départ, temps c'était libre, totalement bénévole, ouais. et puis c'était juste voir si ça intéressait aussi vraiment les enfants ou d'autres personnes que moi.
Et puis comme ça a marché plutôt bien, on a continué et puis on a eu de plus en plus de monde. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé aussi de me spécialiser un petit peu plus. Du coup, j'ai fait une formation grâce au DIF à l'époque pour me spécialiser dans la fabrication de jeux en bois. Donc c'était vraiment spécialisé, c'était pas les meubles, c'était vraiment toutes les techniques sur les jeux en bois. Donc on apprenait toutes les normes. Le type de finition qu'on devait utiliser, parce que c'est toujours pour un usage, du coup, pour les enfants, où il faut faire attention. Voilà, c'est ça, tout ce qui va être finition alimentaire, sans risque, si on met à la bouche. Au niveau des longueurs de ficelle aussi, il y a des choses pour pas de strangulation. Il y a plein, en fait, de normes qui existent. Le moins de visserie possible, évidemment, que de l'assemblage, pour éviter, justement, d'avoir des petites pièces qui se détachent. Donc, il y avait plein de choses comme ça. En même temps, j'ai appris à me servir de machines dont je ne savais pas me servir forcément avant. Et puis, est arrivée la première scie à chantourner, puis la deuxième, puis la troisième. Parce qu'après, une fois qu'on y a goûté, eh bien, les enfants, ils ont envie d'en faire. Et puis, on a envie qu'ils puissent le plus possible l'utiliser. Donc, ça a pris plus d'ampleur. Et moi, du coup... j'avais envie vraiment de m'y investir beaucoup plus. Donc après, l'association, finalement, a cédé le pas à une auto-entreprise. Les personnes, en plus, qui étaient dans l'association, c'est tombé plus ou moins bien. Elles avaient aussi déménagé ou elles avaient d'autres activités. Elles avaient beaucoup moins de temps pour participer avec moi. Du coup, je me suis retrouvée seule dans l'auto-entreprise. Et donc là, tu es en statut de micro. Oui. Maintenant, ouais. Pourquoi tu as choisi ce statut en particulier ? Est-ce que tu as regardé d'autres statuts qui existaient éventuellement ou tu as été directement vers le micro pour la simplicité ? Non, ça a été vraiment une grosse question pour moi, comment faire. Je n'avais jamais monté d'entreprise avant. Et j'ai été renseignée pas mal sur Cholet, où il y avait des pôles un petit peu pour expliquer aux gens qui en ont jamais fait comment monter son entreprise. Voilà, de l'accompagnement. Et puis, du coup, c'est un peu comme ça que je me suis orientée vers l'auto-entreprise, parce qu'il y avait évidemment une simplicité, en fait, par rapport à d'autres structures. Et puis, du coup, je me suis dit, je prends aussi moins de risques, parce que pas de chiffre d'affaires, rien à payer derrière non plus, voilà. Donc, je me suis dit, le risque est peut-être plus mesuré qu'autre chose, donc je me suis lancée comme ça. Sans trop savoir si ça allait me convenir non plus, parce que je n'avais pas forcément des... C'est toujours un saut dans l'inconnu. Hein. Oui, voilà. Puis les compétences de chef d'entreprise, c'était pas trop mon truc non plus. Alors je me suis dit, est-ce que je vais y arriver toute seule ? Mais quand c'est sa propre entreprise, comment dire... on trouve une motivation. Ah oui, c'est ça. Puis on y passe du temps, on a envie que ça marche, enfin beaucoup d'énergie. On se donne beaucoup aussi, pour que ça marche. Oui. Et est-ce que tu envisages maintenant de faire évoluer ce statut ou pas forcément ? Ça, c'était il y a 3 ans, c'est ça ? Alors, je l'ai monté en mon auto-entreprise en 2018. Et avant, il y a eu combien d'années ? Et avant, il y a eu 7 ans d'associatif. D'accord, ok. Donc, on arrive à 10-12 ans, là, dans la vie c'est ça. Des futaies du bois ? C'est ça. D'ateliers et d'animation autour du bois, ouais. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, quelle est la partie aujourd'hui que tu aimes le plus, en fait, dans l'aspect d'être entrepreneur, chef d'entreprise de ta propre société ? Ce que j'aime bien, c'est la gestion du temps, où c'est moi qui vais un petit peu gérer mon temps. Alors, ça peut être aussi piégeux, parce qu'on peut y passer tellement de temps, surtout quand on est comme moi, avec son auto-entreprise et son lieu de travail à domicile. Donc là, la porte entre la sphère privée et la sphère professionnelle est très étroite. On peut y passer ses week-ends ou ses soirées si on veut aussi. Donc voilà, c'est le risque. Mais après, j'aime bien me dire que c'est moi qui vais gérer quand est-ce que j'ai envie de faire mes préparations, quand est-ce que j'ai envie de travailler plutôt sur des devis, quand est-ce que j'ai envie de... Voilà, ça j'aime bien. Alors là, on est dans ton atelier, donc on a quoi ? Je dirais 20-30 mètres carrés, c'est ça à peu près ? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu ton atelier visuellement ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comment tu l'as aménagé ? On est dans un ancien garage et il y avait uniquement un bardage en bois coulissant à l'époque. Il n'y avait pas du tout d'isolation. Donc là, il y a une isolation qui a été posée en OSB partout. Donc on est un petit peu déjà immergé dans le bois.
Et puis sur tout un pan de mur, il y a le mur de ma maison qui est en pierre apparente. Donc on a une belle hauteur sous plafond qui me permet de stocker plein de choses à l'étage sur mes poutres qui se sont transformées en étagères. J'ai également monté des étagères avec un système de poulies. Ah oui, je vois ça là. Oui. Voilà, il faut que je stocke de plus en plus en hauteur parce qu'au sol c'est vite plein. Donc là, je monte régulièrement avec mon échelle. Je monte mes étagères en hauteur aussi en tirant sur mes drisses. Il y a un petit évier qui est bien pratique pour pouvoir justement laver les pinceaux, la colle. Voilà, il y a des jouets partout, hein, il y a des jouets qui traînent en hauteur. Oui, c'est vrai que j'en parle pas, mais oui. Il y a des étagères remplies de petits jouets, de sculptures en bois, de casques, de puzzles. Et puis, au niveau machine, beaucoup de jeux d'outils manuels. Oui. Comment tu fais le choix d'ailleurs de quels outils tu leur donnes, tu leur mets dans les mains? Alors, je leur dis toujours, j'aime bien que vous commenciez par tous les outils à main. Donc, au départ, je leur fais utiliser des choses comme des vrilles pour percer. J'ai aussi des chignoles. Alors, c'est des outils aussi qui sont parfois un peu anciens. Mais j'aime bien leur faire commencer à manipuler des choses qui peuvent servir si un jour on n'avait plus d'électricité. Je leur dis toujours, l'électrique, un jour, si on n'en a plus, vous saurez quand même percer un trou, vous saurez quand même comment faire, parce que vous avez déjà utilisé des outils qui fonctionnent uniquement à la force des poignets. Et puis ça va moins vite, j'imagine, on comprend mieux le processus de faire un trou, d'enlever du copeau, quand on le fait à la force de la main. C'est ça, et ça leur apprend l'effort un petit peu aussi. Donc ils se rendent compte que oui, chaque chose peut prendre du temps, et que pour qu'elle soit bien faite, on doit s'appliquer. Donc, ils ont des petites scies à chantourner manuelles, ils ont des vrilles, ils ont des chignoles, des vilebrequins. Enfin, j'ai plein de vieux outils comme ça. Et puis, les limes, j'aime bien aussi, les papiers à poncer. Bon. Et puis, une fois qu'ils ont commencé à utiliser un peu tout ça, je commence à leur donner dans les mains, du coup, tout ce qui va être perceuse, visseuse, scie à chantourner. Et puis, là, c'est le plaisir après de voir... Ce qui peut se faire aussi en peu de temps. Alors, c'est aussi quand même un apprentissage, parce que la machine, ça peut faire peur au départ. Donc, il faut un peu sécuriser. Il faut toujours, même pour les outils à main, il faut donner des consignes de sécurité. Donc, il y a des petites choses, des petites règles qu'on met en place dès le début pour qu'ils n'aient pas peur et puis qu'ils se mettent en sécurité. Et le bon geste. Transmettre le geste. Bien tenir l'outil dans le bon sens. Oui. Et bien, rapidement, ils voient en fait comment être efficace. Parce que quand ils n'ont pas le bon geste, ça met longtemps. Puis quand ils commencent à avoir le bon geste, ils s'aperçoivent que, ah oui, effectivement, là, je vais plus vite, ça marche mieux. Voilà. Donc, tu organises des stages pendant les vacances scolaires, les mercredis, des ateliers dans les écoles, et puis aussi des ateliers lors d'événements externes où tu déplaces un peu l'atelier ou une partie de l'atelier dans ces événements. Quelle est la partie la plus importante en termes de... Alors on va dire qu'il y a des choses qui sont régulières, comme les stages qui se font sur toutes les vacances scolaires. Donc ça c'est du régulier. Les mercredis après-midi aussi c'est du régulier. Et puis après, on a tout ce qui va être ponctuel, donc les écoles qui appellent, les périscolaires, les centres de loisirs, les festivals l'été, les marchés de Noël l'hiver. Enfin, il y a des choses qui sont saisonnières aussi. Ouais, donc tu travailles quand même plus l'été l'été, oui, volume. C'est quand même une période plutôt pleine. Et après, ça reprend à Noël, j'imagine. Noël, et derrière, il y a souvent une petite période creuse, janvier-février. Alors, je suis souvent en préparation de ce qui arrive derrière, parce que derrière, souvent, j'ai les écoles. Et alors, est-ce que tu te souviens d'un moment où un enfant, il est reparti un peu transformé, ou d'un atelier qui t'a particulièrement marqué ? Des fois, je me rappelle des réflexions des enfants quand ils sortent de l'atelier, puis qu'ils montrent ce qu'ils ont fait à leurs parents. Alors, je vois leur fierté, ça, c'est toujours super. Et puis, parfois, dans les plus petits que j'ai eus... qui sont sortis de l'atelier et qui n'avaient jamais tenu avant dans leurs mains, ne serait-ce qu'un marteau, un vrai, je parle pas de jouet, d'imitation, du coup, mais c'est comme si on était grand. J'ai eu ça souvent. Ils ont eu l'impression d'avoir grandi. Voilà. Ouais, que d'un coup, on leur donne la confiance qui leur permet d'utiliser des outils comme les grands. Voilà. Est-ce que tu apprends un peu, toi aussi, en travaillant avec les enfants ? Oui. J'imagine. Et puis, j'aime bien aussi parfois qu'ils me donnent leurs propres envies. Donc,
qu'est-ce que vous auriez envie de fabriquer? Parce que moi, j'ai toujours des idées, mais j'aime bien quand ça part d'eux aussi. Et que le projet, c'est encore plus intéressant quand c'est eux qui sont à l'origine. T'as déjà été surprise par une réalisation d'un enfant ou... Oui. Il y a des fois, en fin de compte, je propose un objet et puis ils vont le détourner et en faire autre chose ou alors le transformer visuellement et ça n'a plus de rapport du coup avec ce que j'ai présenté au départ, mais je trouve ça toujours génial quand ils arrivent eux-mêmes à faire leurs propres plans et à imaginer leurs propres objets, à personnaliser vraiment ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Si on prend un peu de hauteur, j'aimerais bien savoir comment tu vois l'importance du travail manuel dans l'éducation aujourd'hui. Parce que toi, tu leur amènes une partie de cette éducation, du coup, où tu les ramènes vers une éducation un peu plus de travail manuel. Est-ce que, d'ailleurs, après ces 10 années derrière toi, tu as vu aussi une évolution aussi, par exemple? L'évolution, je la vois même avec mes enfants, hein. Ils passent énormément de temps devant les écrans. Et là, c'est vraiment un temps où on sort de l'écran. Et alors, autant jouer sur un écran, ça demande pas beaucoup d'efforts de ses doigts. Autant quand ils passent à l'atelier, souvent, je leur dis, ici, il va falloir faire des efforts. Et rapidement, ils enlèvent un pull, ils enlèvent un gilet, parce que, et oui, quand on scie, ça demande des efforts. Donc, je trouve que c'est pas mal aussi de leur redonner un petit peu le goût de l'effort. Et puis, travailler de ses mains, quoi. Moi, je trouve ça toujours... super important, il n'y a pas que le visuel, il n'y a pas que des choses virtuelles. Voilà. Là, on est vraiment dans de la matière, dans du concret et sur une matière en plus qui est super. As-tu eu des contacts avec des enfants que tu as pu côtoyer il y a 10 ans, puis qui maintenant sont grands? Oui. Et puis, il y en a qui repassent me voir à l'atelier et puis qui se rappellent de ce qu'ils ont fait encore, qui ont encore les objets exposés quelque part dans une étagère. Et puis, il y en a qui ont laissé leurs petites traces dans l'atelier, qui ont signé en partant, parce que je les avais depuis plusieurs années. Et moi aussi, je les laisse partir avec une petite larme à l'œil, mais je suis contente parce que je sais que tout ce qu'ils ont appris, ça leur servira toujours de savoir faire ça à un moment donné, planter un clou, visser, dévisser, voilà. T'as une tranche d'âge particulière ou principale que tu prends dans les stages ou dans les... Donc c'est à partir de 7 ans, parce qu'en dessous, ça demande vraiment un accompagnement trop important. Et en fait, à partir de 7 ans, c'est vraiment l'idéal pour moi. Puis après, il n'y a pas de limite d'âge, puisque j'accueille pas forcément que des enfants, j'accueille aussi des adultes, qui souvent me font la demande, généralement aussi. Et pour les adultes, vous faites pas. Alors, c'est toujours plus compliqué à organiser pour les adultes au niveau de l'emploi du temps que pour les enfants. Donc, on arrive plus à avoir des retraités qui, eux, ont du temps libre en journée, justement, et qui peuvent se regrouper pour faire des créneaux d'atelier. Donc, j'ai eu aussi ça, ces publics-là. Et tu leur fais faire quoi, les adultes? Alors là, on a fait... ça dépend de ce qu'ils veulent aussi, hein. C'est souvent eux qui ont des demandes. Alors, on a fait des jeux, on a fait des jeux de tactique. On a fait des bacs à fleurs, on a fait des potagers surélevés, on a fait des nichoirs à oiseaux, des mangeoires, des décorations de Noël avec des sapins en palette. Voilà, on a fait ce genre de choses. Et avec les enfants, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est quoi depuis 10 ans, l'objet que tu refais tout le temps? Le lanceur de toupie, ça c'est un grand classique pour moi. Ouais. Ce n'est pas pareil que le yo-yo. Hein, non, le lanceur de toupie a une toupie à traction avec une ficelle. Et il y a après un autre jeu que j'ai créé à partir de ça avec 6 lanceurs. Hein, c'est comme un toupiodrome. Ça, c'est un de mes grands classiques que j'adore et qui marche toujours bien. Et puis les catapultes marchent toujours bien. Les arbalètes aussi marchent bien. Comme les arcs. Voilà, il y a des objets comme ça qui passent les générations. Comment ça se passe ton processus de création quand tu veux créer des nouveaux prototypes à proposer plus tard? Où est-ce que tu prends tes sources d'idées? Est-ce que tu passes par plusieurs prototypes? Est-ce que tu les testes un petit peu dans certains ateliers? Je sais pas. Et puis après tu l'abandonnes éventuellement parle-nous un peu de ça. Il y a des fois, c'est parce que j'ai une demande particulière avec un thème particulier et du coup, soit j'ai déjà en stock quelque chose, soit je l'ai pas. Et alors, je vais me pencher sur la question. Et je vais essayer de mettre j'aime bien me mettre aussi dans des thématiques.
la fois où j'ai été aux Arcs-Cocottes, c'était la thématique des poules. Donc voilà, donc là, pareil, je me suis mis dans la thématique des poules et j'ai sorti un jeu que j'ai remis dans la thématique avec des poules, justement, un jacquemart. Et après, ça peut venir comme ça. Sinon, ça peut venir de choses que je vois aussi, moi, en me baladant, et en me disant ça, comment je pourrais le refaire d'une autre façon, parce que j'aime pas refaire à l'identique. J'aime bien toujours qu'il y ait une petite touche personnelle à l'atelier qui ne ressemble pas ailleurs. Donc un jacquemart. Un jacquemart, oui, qu'est-ce que c'est ? Un jacquemart, c'est en fait un jeu articulé avec des rivets. Et en fait, il y a 2 poules de chaque côté qui vont picorer alternativement l'une l'autre sur un pain au milieu. Donc tout ça, c'est chantourné. Et puis, il y a du perçage, il y a de l'assemblage. Et ça fait un petit jeu articulé à manipuler juste comme ça, entre ses mains. C'est vraiment un vieux jeu. Hein. Mais j'aime bien les vieux jeux. Donc voilà, j'aime bien ressortir des choses qui datent d'il y a longtemps du grenier, quoi. Alors justement, j'ai eu la chance d'aller te voir pendant le festival des Arcs-Cocottes à côté d'Angers, pendant un événement, donc c'est un festival de musique principalement, où tu as été invitée en tant que artisane, en tant que... Animatrice, voilà. Et donc tu as tenu un stand de fabrication d'un jacquemart et j'ai pu passer un peu de temps sur place. Voilà, allez, encore. Voilà. Bien au milieu, on retourne et on fait l'autre côté. Tu vas faire un essai, tu les fais pivoter et on va regarder si elles picorent bien sur le pain. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Alors on va pouvoir mettre de la colle et des clous. On va commencer par une bande de colle. Oui. Alors aujourd'hui ils font des jacquemarts, c'est un jeu ancien, articulé. Et du coup ils fabriquent tout le petit jeu, pièce par pièce. Ils vont l'assembler à la fin. Il y a de la colle, du marteau, de la scie, il y a de la vrille aussi, voilà. Donc, et puis de la décoration pour le plaisir à la fin, d'avoir un objet qui soit vraiment personnalisé. Donc, c'est une édition spéciale, le jacquemart à la base, c'est des petits bûcherons ou des petits forgerons qui tapent sur une bûche ou sur une forge. Et là, on a transformé pour l'occasion des Arcs-Cocottes, on a fait 2 petites poules qui picorent dans un pain. Donc c'est vraiment une création originale là Voilà, c'est ça, faite pour l'occasion. L'année dernière, on avait déjà aussi fait une création originale sur le thème de la poule. C'est bien, il y a plein de choses sur la poule, donc c'est facile à décliner en fait. Ça marche. Et on va dans la même classe, donc on peut... Yes, vous allez être dans la même classe aussi cette année ? Ah, génial, ça va être le retrouvailles des 2 copines. D'autres copines aussi. Super. Ah oui, génial. Juste si tu peux me dire un peu ce que tu fais toi avec Céline, tu viens de l'aider, t'es bénévole. Moi j'aide Céline sur les événements. Donc c'est sûr que quand il y a beaucoup de manipulations avec les enfants, il y en a toujours 6 ou 7 qui sont en train de bricoler. Donc comme c'est assez minutieux, je l'accompagne et je l'aide, surtout qu'elle après elle va être sur des trucs un petit peu plus mécaniques. Donc voilà. Okay. Et qu'est-ce que tu préfères ? Quelle est l'activité que tu préfères là, quand tu as le contact avec les enfants là ? C'est quoi le meilleur moment ? Moi, le meilleur moment, c'est quand justement on partage aussi avec les parents et que justement il y a un contact parent-enfant et que tous les deux ils mettent la main à la pâte, quoi. Et l'activité crée du lien en fait entre eux, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est des activités qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'occasion de faire en famille. Et donc, du coup, c'est vraiment de l'initiation à bricoler, à fabriquer par soi-même. Et puis comme ça, les parents aussi ne sont plus sur leur téléphone et fabriquent avec l'enfant. Et chacun est content, on repart avec son objet. Exactement. Et ça fait un souvenir aussi du festival. Voilà. Un de mes moments préférés aussi, c'est quand ils repartent avec leur jeu fini. Excellent, merci. Lucas, tu veux faire comment ? Tu veux faire vert aussi ? Tiens, allez, tu coloris. Comment tu t'appelles ? Adèle, Adèle, dis-moi ce que tu es en train de faire là. du bricolage. Ok, et c'est quoi que tu bricoles ? Des petites poules vu que c'est les Arcs-Cocottes. Ah. Et toi, comment tu t'appelles ? Julia, Julia. Et t'as fait quoi jusqu'à présent comme étape ? T'as commencé par faire quoi ? par
revisser bien les bouts de bois, faire des trous dans les bois, faire des trous dans les pins et faire des trous dans les poules. Ok. Et comme ça. C'est quoi le plus dur pour l'instant? Faire les trous. Faire les trous, ouais. Tu veux du verre, Jules? À nous voilà de retour. On va parler maintenant un peu plus clientèle, marketing, communication. Une autre partie importante du métier d'entrepreneur, évidemment, pour faire vivre une entreprise. Sans clients, même si c'est des enfants, il n'y a pas de vente, donc il n'y a pas d'entreprise. D'ailleurs, avant de commencer, même, j'ai envie de dire, tes clients, c'est les enfants ou c'est les parents des enfants? Non, c'est vraiment les enfants. Et si on parle communication, c'est vraiment l'enfant qui va être ma meilleure publicité. Parce qu'en fait, c'est lui, quand il sort, qui est content, qui va le dire à ses parents, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de refaire autre chose, j'ai repéré dans l'atelier un autre jeu que j'ai envie de fabriquer. C'est vraiment ça. Donc c'est ça qui est la meilleure publicité pour moi, ou les enfants qui sont contents qui vont le dire, et du coup ça fait écho. Et en fait, pour moi, la meilleure publicité, c'est toujours le bouche à oreille, surtout quand c'est du local comme moi, là, je tourne tout autour. Plus ça va, plus ça s'étend, mais j'adore quand ça reste local, donc voilà. J'ai remarqué que tu n'avais pas de site internet à proprement parler, c'est plutôt une page Facebook principalement. Oui. Est-ce que c'est un choix plutôt parce que manque de temps ou juste parce que tu n'en as pas besoin en fait? Comme tu dis, le bouche à oreille suffit et puis... Eh ben, en fait, c'était aussi le choix de la simplicité au départ. Donc, la page Facebook, c'est pas très compliqué à mettre en place. Et puis, c'est gratuit. Et du coup, c'est vrai que c'était la solution un peu de facilité au départ. Et puis, je savais pas trop si ce média-là allait vraiment marcher. Et puis, en fin de compte, si. Donc, effectivement, j'ai pas d'autres sites internet. Et après, je me suis même dit, je sais pas si ça vaudrait le coup d'en faire un. Parce qu'en fait, maintenant, tout est dessus. Et dès qu'il y a quelque chose, ça sort dessus. Et si j'avais peut-être deux choses différentes, est-ce que ce serait plus efficace? Je suis pas sûre, en fait. Mais ça demanderait plus de travail. Oui, aussi, d'investissement, voilà. ouais. Et d'investissement aussi pour le site. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en mesure de dégager un salaire et de vivre à temps plein? Alors, je dégage un salaire, oui. Alors, il n'est pas mirobolant non plus. Faut pas espérer avec ce genre d'activité gagner énormément d'argent non plus, mais c'est pas mon but non plus. Donc voilà. Donc tu t'y retrouves. Oui, parce que j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait. Et puis en même temps, si j'en vis, tant mieux. Je combine pour que ça se passe bien justement cette activité-là avec aussi une autre activité que j'ai à côté, où je suis prestataire pour une ludothèque. Donc, ça m'arrive de réparer encore des grands jeux en bois dans cette ludothèque, choses comme ça. Ah oui, c'est quand même lié à métier principal, voilà, quand même. c'est toujours dans la thématique aussi du jeu et des jeux en bois. Voilà, donc ça, c'est ma deuxième casquette. Donc là, dans ces cas-là, on t'amène des jeux de ludothèque en bois cassés ou qui fonctionnent mal, et toi, tu es dans ton atelier et tu les répares. Alors, je les emmène à l'atelier, je les répare, mais je suis aussi dans la ludothèque, en fait, en tant que prestataire. Voilà. Pour l'animation? Pour l'animation ou pour la réparation des jeux, l'entretien des jeux, voilà. Okay. Ça, c'est quelque chose que tu avais imaginé faire au début? Non, en fait, je le faisais bénévolement aussi au début, oui, c'est pareil. Ouais. Il y a toujours une histoire d'association au départ. Et puis, de fil en aiguille, en fait, après, quelqu'un est parti qui faisait aussi ce travail-là. Et puis, du coup, ça a été moi qui a pris la suite. Est-ce qu'au fur et à mesure des années, tu as fait évoluer tes prix? Oui. Et que tu as fait des erreurs en ce sens au début? Enfin, des erreurs. Je ne sais pas si on pourrait dire des erreurs ou des apprentissages, mais est-ce que c'est quelque chose qui est toujours difficile à faire? Ou maintenant, c'est calé? Non, c'est toujours difficile d'évaluer soi-même combien. Donc au début c'était encore plus difficile parce que je savais pas si j'étais juste ou pas, si c'était compliqué pour moi de savoir ça. Du coup j'ai commencé assez bas, à l'époque je savais pas si c'était bas ou pas, et puis j'ai mis longtemps avant de monter parce que fallait peut-être aussi prendre un peu confiance en soi, en ce qu'on fait pour en estimer plus la valeur, mais
Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à monter, puis de plus en plus régulièrement. Et maintenant, j'ai moins de scrupules à monter, maintenant. Mais j'en ai eu beaucoup au début. Oui, puis maintenant tu connais mieux tes charges, tu connais Oui, mieux voilà. tes matières premières, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais, et puis comme partout, toutes les matières augmentent. À un moment donné, on ne peut pas non plus, nous, ne pas augmenter. Oui. Voilà. En termes de matières premières, tu travailles principalement avec quoi? Alors, dans l'atelier, j'aime bien tous les bois qui sont plutôt tendres à travailler. C'est pour un souci de facilité avec les enfants aussi, hein. Et en même temps, j'aime bien évidemment que la meilleure, c'est toujours quand c'est du massif. Mais on n'a pas toujours du massif. Je travaille aussi sur du contreplaqué de peuplier ou de bouleau, les bois clairs, parce qu'après, c'est intéressant à travailler aussi si on fait des décors dessus, des plateaux de jeux, choses comme ça. Mais j'aime bien aussi récupérer. Donc, maintenant, ça se sait en plus que je récupère. Donc, parfois, pour faire un jeu, il n'y a pas besoin d'une énorme pièce de bois. On peut s'en servir vraiment des petites chutes que les autres mettraient peut-être à la poubelle. Moi, je récupère et on va s'en servir. Je vois Donc, qu'il y a beaucoup... Enfin, en fait, il n'y a pas que du bois, quoi. Il y a tout un processus créatif avec des marqueurs, avec de la peinture, du papier, je vois aussi. Il y a... oui, et puis c'est un mix, quoi. j'aime bien transformer quelque chose. J'aime bien donner une seconde vie aussi aux bois qu'on a eu une première. J'ai récupéré des fois des barres d'escalier. En soi, qu'est-ce que je vais faire de barres d'escalier? Eh ben si, en fait, j'en ai fait un jeu. Et puis en fait, c'est la forme du bois que j'ai récupéré qui m'a donné l'idée, en fait. Il y a des fois, je récupère et je sais pas exactement ce que je vais en faire. Puis l'idée arrive à un moment donné et hop, ça y est, je dis, c'est ça. Mais du coup, tu arrives à en récupérer assez pour transformer ça en atelier avec 6 enfants Il faut quand même que j'achète aussi de la matière, parce que quand je fais dans les écoles ou dans des endroits où on me demande avec vraiment un catalogue, j'ai quand même un catalogue où je propose des grands jeux aussi en bois à fabriquer, et ben il faut que j'ai exactement ce qu'il me faut pour y aller. Donc là, forcément, il y a de la matière à acheter, hein. Comment tu vois l'avenir de ta société aujourd'hui? Est-ce que tu y penses des fois? Comment tu te projettes dans les années à venir? J'aurais aimé un espace plus grand, c'est toujours ça, mais je ne sais pas si je l'aurai un jour, parce que j'ai d'autres machines que j'aimerais acheter, mais que je ne peux pas stocker ici par manque de place. Peut-être que j'aurai plus grand, et puis peut-être qu'un jour, je ne sais pas, j'aimerais des fois qu'il y ait quelqu'un qui travaille avec moi pour m'aider, hein. Donc, clairement, j'aimerais avoir un coup de main des fois, alors... Bénévolement, il y en a qui le font parfois pour moi. C'est super. Mais j'aimerais des fois me dire, ah oui, je pourrais compter sur cette personne, telle ou telle semaine ou plus longtemps dans l'année, voilà. À des moments où j'ai une forte activité et où moi j'ai l'impression d'être débordée des fois, quoi. Ça peut arriver, hein. Ça m'amène vers ma prochaine question. C'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui, la plus grosse difficulté de l'entreprise? Donc tu l'as dit un peu, je pense que c'est la place. La place. Peut-être qui manque. Ouais. Et puis oui, quand j'ai besoin parfois de coups de main et que on est seul, on va prendre le temps qu'il faut, mais on va mettre plus de temps que si on était deux, ça c'est sûr. Voilà. Là, j'adore parce qu'on est dans l'atelier et je vois, c'est hyper bien rangé, hein, parce que comme c'est restreint, forcément, j'imagine, le rangement, c'est important. Et là, je vois des caisses, alors robots, trou du cochon, tirelire, les 4 souris, mur bancal, sacré souris, laine, pince, spatule, voilà, tout est bien rangé dans des boîtes, mini basket, le gob Mirple. C'est ça. Et en plus de ça, après, plein d'objets qui sont partout, c'est très inspirant en fait. J'imagine, quand un enfant il rentre ou qui vient à un atelier qui est programmé à l'avance, il sait ce qu'il va faire avant d'arriver? Ou il l'a choisi? Ou il commence le stage en choisissant? En fait, il y a deux choses différentes. Les stages, c'est vraiment différent du mercredi. Les stages, ça va être ponctuel, donc ils peuvent très bien venir 1 ou 2 ou 3 jours ou la semaine. Et en fait, c'est eux qui vont choisir ce qu'ils veulent fabriquer à partir du moment où je leur dis que c'est faisable en 1, 2 ou 3. Évidemment, si c'est la semaine, ils ont le choix. Mais du coup, il y a des objets qui sont réalisables en un certain nombre de jours. Ils vont être obligés de choisir parmi un panel de jeux faisable dans le temps imparti.
Par contre, le mercredi, c'est différent. Là, j'ai une progression à l'année. Donc là, c'est vraiment là où moi, je travaille vraiment sur la progression. On part de faire sa caisse à outils. C'est la première chose, avec que des outils à main. Ils auront leur caisse à outils chacun. Ça, c'est la première fabrication. Là, ils font tous pareil. Ils n'ont pas le choix. Et après, en fait, cette caisse à outils-là, ils s'en servent pour stocker tous leurs outils et tout leur travail en cours. D'un mercredi sur l'autre, en fait, ils mettent tout dans la caisse à outils. Je les suspends en hauteur, encore, dans des sortes de petits portes-caisses à outils. Et puis, ils le retrouvent le mercredi suivant, exactement là où ils se sont arrêtés, avec leurs outils, le travail en cours dedans, voilà. Mais Parce que là, ils s'inscrivent à l'année. Là, ça, c'est un suivi sur l'année. Moi, j'adore, parce que là, tu vois la progression, j'imagine. Oui, tu as un lien de confiance qui c'est complètement différent d'avoir un enfant 3 ou 4 jours et de l'avoir à l'année. Hein. Donc, même si c'est juste le mercredi. Voilà. Oui. Et ils sont de combien de temps, les ateliers ? Donc, le mercredi, c'est 1h30 et le stage, par contre, c'est 3 heures. D'accord. Par jour. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup. 3 heures de stage avec une petite pause au milieu, c'est déjà beaucoup. Quand vraiment ils font des efforts, ils sont attentifs, on ne peut pas aller beaucoup plus loin en fait. Tu leur fais une petite pause goûter ou... Oui. Il y a une petite pause à un moment donné, à 4 heures, ils s'arrêtent. Excellent. On fait un petit nettoyage. Donc ils prennent les aspirateurs techniques, ils aspirent les plans de travail, ils rangent les pinceaux, on fait un petit nettoyage parce que rapidement il y en a partout. Et puis après on s'installe, on boit un petit coup et puis on repart sur du coup un plan de travail propre pour la dernière heure jusqu'à la sortie quoi. Mais ça permet aussi de reposer les oreilles parce que les machines au bout d'un moment c'est fatigant aussi, tout comme les coups de marteau, tout comme on fait du bruit quoi. Donc là sur ce temps-là on a une mini pause. Ouais. Si maintenant c'était à refaire depuis le début, la création de ton entreprise, on va inclure l'association dedans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment avec le recul ? Non, le local, je suis vraiment contente de l'avoir aménagé comme il est, parce que j'étais pas sûre d'avoir fait les bons choix au départ. Et puis, par contre, les ateliers adultes, je pourrais en faire plus, mais c'est toujours compliqué, c'est le casse-tête de placer un créneau qui convienne à tout le monde. Par contre, régulièrement, j'ai des demandes, mais est-ce que vous pourriez me fabriquer telle ou telle chose Bon, alors si je voulais faire de la vente de jouets, de jeux, de choses comme ça, j'aurais pu le faire. Ah oui ? Mais comme je l'explique à chaque fois, je ne suis pas une boutique. Je suis un atelier, je fais de l'animation, de l'accueil. J'apprends des gestes aux gens qui viennent, qui font eux-mêmes leur objet, qui repartent avec l'objet qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais je ne le fabrique pas pour eux, donc je ne vends pas non plus d'objets déjà tout faits. Ça, il y a de la demande. Tu veux dire oui, qu'il y a ça, j'ai de la demande. Et souvent. si j'avais voulu développer cette branche-là, il y aurait longtemps que je l'aurais pu le faire. Ah ouais. Dans les jeux en bois, vraiment. C'est ça. Ouais. Alors, c'est parfois des demandes particulières. J'aimerais bien refaire un jeu que j'ai, qui est cassé. Est-ce que vous... Oui, j'ai dit, venez le faire à l'atelier. Oh, mais j'ai pas le temps. Est-ce que vous pourriez le faire ? Voilà. Alors ça, généralement, je dis non. Non. Mais si j'avais voulu, j'ai eu beaucoup de propositions dans ce sens-là. J'aimerais telle ou telle chose sur mesure, est-ce que vous pourriez me le faire ? Est-ce que voilà. C'est étonnant qu'ils ne trouvent pas un ébéniste, menuisier, ou mais peut-être parce que c'est trop petit, c'est trop unique ou trop sur mesure pour que... Oui, voilà. Alors des fois, est-ce que vous pourriez me faire un cache-poubelle des choses incongrues, des fois, mais voilà. J'ai des choses comme ça qui arrivent. Oui, mais non. Alors, si vous voulez le faire, c'est possible, mais vous-même, il faut venir ici. Voilà. Donc, bon. Mais ça, si j'avais voulu le développer, je pense que c'était possible. C'était quelque chose de faisable. Ouais. Voilà. Sur les marchés de Noël, on me demandait toujours si je vendais quelque chose aussi. Mais c'est parce qu'on est plus habitué à ça. Voilà. De l'artisanat. Donc, la branche de la vente, j'aurais pu la développer, mais c'est pas ce qui m'intéresse, parce que de vendre, ça veut dire produire. Et alors, ça me demande encore du temps. Donc, moi, j'ai déjà tellement de temps de pris par mes préparations sur le reste. Oui, puis c'est un métier différent. Complètement. Produire, c'est de la série, donc ça veut dire c'est ça. Je suis pas non plus équipée pour la série. Voilà. Donc, c'est un métier différent. Mais ça n'empêche pas. Ça veut dire, tu pourrais évoluer vers ça aussi. Mais bon, voilà. Après, faut avoir l'envie aussi.
Ok. Est-ce que tu aurais créé l'entreprise plus tôt, peut-être? Ou pas forcément? Non, parce qu'en fait, il m'a fallu le temps aussi, moi, de me dire, je suis capable de faire ça. Je sens qu'il y a potentiellement, oui, des enfants intéressés pour ça. Il m'a fallu du temps pour me prendre conscience, moi, que j'y arrivais et que ça intéressait du monde. Donc, Et c'est un bon moyen aussi de tester une idée, un concept, sans forcément se mettre en danger à niveau professionnel, j'ai envie de dire, avant de lancer l'entreprise. En fait, ça peut être une bonne idée de commencer par une association, même dans d'autres thématiques. Hein, c'est ça. Ouais. Ça m'a permis aussi de rencontrer du monde, parce que quand on est dans le milieu associatif, on a aussi on est en lien avec les gens de la mairie, avec les centres sociaux. Tu as finalement créé le réseau en amont, en fait. Enfin, quand tu as créé ton entreprise, il était déjà fait, en fait, ou en partie. Voilà. Ouais, c'est assez intéressant. Et si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, donc pas forcément dans la création de jeux en bois, mais en tout cas dans l'entrepreneuriat lié au monde du bois, et qui hésite ou qui souhaite lancer une petite entreprise, est-ce que tu aurais un conseil particulier? Moi, je lui dirais aussi d'aller voir, comme moi j'ai été voir au début, sonner un petit peu à toutes les portes pour savoir est-ce que c'est comme ça, comment faire, voilà. Parce qu'on se pose beaucoup de questions au début. Et puis, de ne pas hésiter à aller voir, justement, se renseigner. Et je lui dirais aussi de croire en ce qu'il est en train d'imaginer dans sa tête, parce que ça peut vraiment marcher. Donc, faut s'y tenir. Et parfois, on n'est pas forcément compris, surtout quand c'est pas une activité habituelle pour les gens. On peut ne pas avoir des retours forcément très encourageants au début. Ah bon, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es sûr que ça va marcher? Mais tu arriveras à en vivre de ça? On peut avoir des gens qui nous font hésiter aussi. Non, il faut le faire. Il faut le faire pour soi, et il faut au contraire se motiver d'autant plus pour montrer que si... il y a une idée et ça peut marcher, et voilà, se donner tous les moyens pour le faire. Mais c'est ce qu'on a toujours envie quand on démarre, donc on est souvent plein d'énergie. Il faut en garder pour durer. Eh bien, merci Céline, voilà. Cet épisode touche à sa fin. Merci à toi pour nous avoir ouvert les portes de ton univers, de ton atelier, de ta petite entreprise, de nous avoir montré aussi qu'initier des jeunes à l'artisanat, c'est bien plus qu'un simple atelier, c'est toute une démarche. C'est une aventure humaine, c'est des rencontres, et puis c'est aussi beaucoup de réflexion, de réflexion en amont et de préparation. Si cet épisode vous a donné envie de toucher un peu du bois, éventuellement, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un avis sur notre page du podcast, c'est important pour nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, pourquoi ne pas vous lancer dans un projet en bois à la maison? Ou qui sait, peut-être comme l'a dit Céline, ça pourrait bien être le début d'une belle aventure. Donc merci beaucoup Céline, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé et que vous en tirez des enseignements, merci de penser à nous laisser un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos pensées ou même des propositions d'intervenants à @gmail.com ou sur Instagram. Ce podcast est réalisé et produit par nous, Camille et Clélia.